Pourquoi les autoroutes en France ne sont-elles pas éclairées comme en Belgique une fois? Parce que les Français se prennent pour des lumières. En fait, qu'est-ce qui nous différencie des Français des Allemands? Tu as, d'un côté, on a hérité de l'esprit germanique où on est de bons travailleurs, on est de sacrés boulotteurs. Et en même temps, on a l'esprit latin où on aime bien déconner, on bouge pas mal le soir et on se retrouve motivé même pour reprendre ta journée le lendemain, même si tu gadailles. Ouais, même si tu as envie de retrouver ton sérieux à un moment donné, et ta vie tourne autour de ça. Arnaud, répète. Pardon, Raguet. Pardon, Raguet. Tu ne ferais jamais plus. Je ne ferai jamais plus. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'Est. Écoutez-le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest. Écoutez-le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord
qui vient s'écarteler avec le vent du nord. Écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud. Écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien. Combien y a-t-il d'habitants à Bruxelles? Eh bien, au niveau des habitants, il faut savoir que Bruxelles est composée de 19 communes, Bruxelles-Ville avec le cœur historique de la Grand Place, et puis les 19 communes de Bruxelles comprennent environ entre 900 000 et presque 1 million d'habitants. Combien de touristes visitent la ville chaque année? Au niveau des statistiques, on peut se baser très certainement sur le nombre de nuitées. Difficilement sur le nombre d'excursionnistes ou de personnes qui se déplacent un jour sur Bruxelles. Disons qu'en moyenne, il y a 4 300 000 nuitées à Bruxelles par an. Quelles sont les attractions, les excursions qu'offre la ville? Au niveau des attractions, bien, commençons par la plus connue, la Grand Place de Bruxelles, qui vous permet d'avoir accès aux différents lieux touristiques qui se trouvent groupés, je dirais, dans l'Hexagone qui constitue le cœur de Bruxelles. Et puis on va visiter ou faire un petit bonjour au Manneken-Pis, la statue bien connue. On passe par la Grand Place pour visiter le musée de la brasserie ou le musée du chocolat. Je vais vous faire une démonstration de moulage de chocolat. Voilà la coquille de la praline. Donc maintenant nous allons la laisser durcir pendant 5 minutes environ, mais nous avons toujours un petit beurre qui se forme, alors on l'égalise comme ceci. Puis on met 10 minutes au frigo. Qu'est-ce qui se passe?
le chocolat durcit et rétrécit avec le froid. À ce moment-là, la coquille sort. Vous voyez? Donc maintenant, nous pouvons mettre la crème dedans, environ 2 mm du beurre. Et alors, on referme avec 2 mm de chocolat, comme ceci. On met 5 minutes au frigo pour faire durcir le chocolat. Et on peut le démouler sur le marbre, comme ceci. Et puis nous avons ce résultat-là. Voilà comment on forme une praline. Alors ça se passe il y a un peu plus de 2500 ans, en Amérique centrale, où se trouve actuellement le Mexique. Et là vivait un roi. Et ce roi s'appelait Quetzalcoatl. Ça c'est difficile à dire évidemment, mais Quetzalcoatl. Le coatl va être transformé par après où on va en faire une boisson qui va devenir coatl chocolat. Voilà. Alors ce roi, c'était pas uniquement, donc un roi, c'était un dieu également, et c'était un serpent à plumes. Vous voyez, le serpent, ici, dans nos contrées, le serpent, c'est le mal, c'est le diable. Eh bien, pas là. Là, en fait, c'est le bien-être, c'est la richesse, c'est la bonne santé. Cette bonne santé, on la retrouve d'ailleurs, vous savez, ce sont les symboles que vous avez, notamment, le caducée, que vous trouvez chez le pharmacien ou chez le médecin, symbole de bonne santé. Alors qu'il soit roi, qu'il soit Dieu, un beau jour, Quetzalcoatl doit disparaître et il appelle tout son peuple autour de lui. Et à ce moment-là, il dit voilà, un beau jour, dans quelques jours, je vais disparaître, je vais mourir, mais un beau jour, je vais revenir, une espèce de résurrection. Et en attendant, avant ce retour qui sera fameux pour vous, parce que ce jour-là, j'arriverai sur une merveilleuse plage, je serai entouré de mes nobles, je serai habillé de superbes chapeaux à plumes, avec un superbe chapeau à plumes avec des vêtements tout rouges, plein de bijoux, etc. Un petit peu, si vous connaissez, comme les Gilles de Binge. C'est à peu près la même chose, vous voyez. D'ailleurs, les Gilles de Binge ont repris les costumes des Aztèques, tout simplement. Et donc, il dit voilà, je vais revenir, ce sera un jour merveilleux pour vous, mais en attendant, je vais vous offrir quelque chose, et c'est ceci. C'est la fève de cacao. Alors bon, les années vont passer, les siècles vont passer. Quetzalcoatl est mort, bien sûr. Et nous arrivons en 1492, en Belgique, 1492. Et là, à ce moment-là, c'est l'époque de Christophe Colomb, vous savez, année particulièrement importante dans l'histoire du monde, puisque Christophe Colomb va découvrir ce qu'on appelle l'Amérique. Et il va entreprendre 4 voyages, et à l'issue de son 4e voyage, il va faire goûter une boisson qui était dégustée par les princes, par les rois, par les gens riches, là-bas, donc au Mexique. Et il va faire goûter ça à ceux qui ont financé son voyage, c'est-à-dire le roi et la reine d'Espagne, les rois catholiques, Ferdinand et Isabelle. Alors ils vont goûter cette boisson qu'on appelle déjà un chocolat. Mais ils ne vont pas aimer, ils ne vont pas du tout aimer. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'on ajoutait du pili-pili, des piments, du poivre dedans. Oh, c'était pas bon, évidemment. Alors non, les années vont encore passer, et nous sommes en 1519. Et à ce moment-là, ce sera un général de Charles Quint, de l'empereur, du grand empereur. Il s'appelait Hernando Cortés. Et à ce moment-là, il se trouvait dans l'île de Cuba. Et de l'autre côté, au Mexique, le roi des Mayas, à ce moment-là, vous savez, vous aviez encore les Aztèques qui vivaient là, vous aviez les Incas, etc. Et le roi des Mayas, c'était Moctezuma. Je vais vous montrer tout à l'heure, d'ailleurs, un buste de Moctezuma. Et Moctezuma va avoir un rêve, une prémonition. Dans son rêve va apparaître le fameux Quetzalcoatl qui va arriver selon les merveilleuses plages du Yucatan, et donc entouré de ces nobles et habillé, comme je vous ai dit, de ces belles plumes et de ces beaux vêtements. Alors de l'autre côté, à Cuba, vous avez Cortés qui entend ça. Et il se dit, il prend quelques officiers avec lui, et il arrive sur cette fameuse plage du Yucatan, à l'entourer. Toute la population vient l'accueillir, et même Moctezuma arrive en personne et il dit, je vous ouvre tous mes palais et je vous donne toutes mes richesses. Et ces richesses, c'était quoi? Des montagnes et des montagnes de fèves de cacao. Évidemment, les Espagnols ne sont pas venus pour des fèves de cacao. Ils sont venus pour l'or, pour l'argent. Et ça va être ce qu'on va appeler la conquista, la conquête, bien entendu, avec tout ce que ça apporte, évidemment, de péjoratif aussi, malheureusement.
puis il faudra encore attendre un peu plus de temps pour avoir vraiment le chocolat tel qu'on le connaît, tel qu'on va le connaître. Tout simplement parce qu'après les conquistadors, après les soldats, vous allez avoir les gens de la religion qui vont créer des abbayes. Et dans une des abbayes, au Mexique, quelqu'un, à moine, va avoir une idée fantastique. C'est de lui mettre du pili-pili et des chili dans cette mixture, eh bien, c'était de mettre du sucre. Et vous savez que Cuba est toujours le premier producteur mondial de sucre de canne. Et ça, c'était une idée de génie. Et ça va être la rage donc partout en Europe, d'abord à la cour d'Espagne, puis dans les villes italiennes, et enfin à la cour du roi Louis XIII et du roi Louis XIV de France, puisque vous avez d'abord Anne d'Autriche, et puis par après Marie-Thérèse d'Autriche, qui étaient les épouses de ces deux rois, et qui ont importé le chocolat. Et cette rage du chocolat va être connue un petit peu partout, mais en tant que boisson. Pour avoir du chocolat solide, il faudra attendre le 19e siècle. Alors bon, je vous ai dit que le chocolat est une boisson au départ, qui va être consommée d'abord à la cour d'Espagne, puis à la cour de France, en Italie, dans les grandes villes, parmi les gens riches. Et bien sûr, ça se consommait, ça se buvait dans de merveilleuses tasses en porcelaine. Ici, vous avez la porcelaine de Paris, du vieux Paris qu'on appelle, vous avez la porcelaine de Bruxelles. À Bruxelles, vous avez aussi de très très belles porcelaines du XVIIIe et XIXe siècle. Alors vous avez 3, peut-être même 4 types de chocolat différents. Vous avez le chocolat fondant, vous avez le chocolat au lait et vous avez le chocolat blanc. Alors le chocolat fondant, eh bien, a à peu près 48-50% au minimum de poudre de cacao. Une dizaine de pourcents de beurre de cacao et le reste 30-35% de sucre, auquel vous ajoutez d'autres produits qui sont de la vanilline, de la lécithine, etc. et des arômes. Le chocolat au lait, il faudra attendre une autre invention, c'est celle de Henri Nestlé, la poudre de lait. Et on va donc mélanger tout ça à froid, donc la poudre de lait, vingtaine de pourcents, le beurre de cacao, une vingtaine de pourcents également, une vingtaine de pourcents, parfois c'est 18, parfois c'est 25, ça dépend, il y a des mélanges différents bien sûr, de poudre de cacao plus le sucre, et vous avez du chocolat au lait, donc on porte ça à température, c'est mélangé à chaud, et ça refroidit, ça devient un chocolat solide à ce moment-là. Qu'en est-il des qualités aphrodisiaques du chocolat? Ah, mais elle remonte depuis très longtemps, déjà à l'époque de Quetzalcoatl, mais également Moctezuma. Vous savez que Moctezuma prenait 50 tasses de chocolat par jour avant de rejoindre son harem. Beaucoup plus tard, vous aurez Madame de Maintenon, la comtesse du Barry, qui, outre avoir été la maîtresse de Louis XV, mais servait également à ses amants une tasse de chocolat avant de passer aux choses sérieuses. Et puis par après, le chocolat, ce sera toujours un mélange de volupté et plaisir. Regardez cette affiche ici, justement une publicité qui a plus de 100 ans d'âge. Vous voyez la dame d'un superbe chapeau à plumes, un décolleté affriolant. Eh bien, actuellement, plus personne évidemment ne regarde ça, mais il y a 100 ans, c'était un scandale, une affiche, donc toujours cette relation. En fait, il pourrait bien exister, ça c'est de manière un petit peu plus scientifique, une amine qu'on appelle phényléthylamine, qui est proche des amphétamines, mais qu'on utilisait, que les coureurs cyclistes utilisaient comme doping dans les années 60. Et bien donc cette amine pourrait donner, si on veut, une certaine excitation de l'esprit, donc éventuellement un certain pouvoir aphrodisiaque. Alors vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je vous ai raconté, bien sûr. Je vais même vous dire que souvent, nous subissons de mauvaises informations, ce qu'on appelle la désinformation, et même, on s'en vouloir blasphémer, même dans la Bible, il y a une erreur fondamentale. Vous savez que le premier homme et la première femme de l'histoire de l'humanité, ce sont Adam et Ève. Et on dit que le premier péché qu'ils ont commis, c'est d'avoir mordu dans la pomme. Eh bien, c'est pas vrai. Le premier péché qui a été commis, c'était de manger du chocolat. Voilà. On peut faire un crochet, je dirais, vers le musée de la bande dessinée, qui se trouve même pas à 10 minutes de la Grand Place, puisque tout peut se faire dans un rayon
je dirais de 2-3 km. C'est assez simple de faire la visite à pied à Bruxelles. Et puis, si vous voulez aller plutôt vers le nord, vous avez tout le complexe Mini-Europe et l'Atomium, qui comprend tout un parc d'attractions, oui, un parc d'attractions, on peut l'appeler comme ça, reprenant différents monuments d'Europe, de villes européennes, et puis qui donne accès au plus grand monument de l'Expo 58, qui est et reste l'Atomium. À propos de Manneken Pis, pouvez-vous nous raconter son histoire? Très certainement. En fait, Manneken Pis est probablement le monument le plus visité à Bruxelles. Et pour la petite histoire, les anciens se rappellent de son nom, qui est la fontaine du Petit Julien. Il faut savoir qu'à Bruxelles, il y avait énormément de fontaines où tout un chacun se rassemblait pour, je dirais, la vie sociale, les petites informations qu'on pouvait se passer l'un l'autre. Alors, cette légende, il y en a plusieurs. Donc, je vais essayer de vous raconter celle qui est la plus plausible. Dans les plaines du Brabant, puisque Bruxelles se trouve en Brabant, se passait, je dirais, 15e, excusez-moi si la date ne correspond pas, une grande bataille. Une bataille entre les forces du duc de Brabant et d'autres forces en jeu. À l'époque, il était de tradition d'emmener toute sa famille au champ de bataille, c'est-à-dire que vous aviez des spectateurs qui se mettaient à gauche ou à droite du champ de bataille, suivant les ennemis, les amis, etc. Et puis chacun assistait donc à la bataille, de loin bien sûr, pour éviter les coups de canon. Et on avait mis le jeune prince duc de Brabant en haut d'un arbre, dans son berceau. Et au moment où les ducs de Brabant allaient perdre la bataille, ce jeune garçon de 4-5 ans, je dirais, s'est levé de son berceau, s'est soulagé, comme se soulage actuellement encore toujours notre Manneken Pis, et de par ce geste un peu frondeur, a réveillé, je dirais, l'instinct agressif de ceux qui perdaient la bataille, entre guillemets. Et du coup, ils ont eu du courage supplémentaire. Ils se sont dit, ah non, si lui a le courage de se lever et de faire ce qu'il fait encore, eh bien, nous allons gagner la bataille. Et en fait, il a rehaussé, je dirais, la bataille d'un acte de courage, entre guillemets. Et ça nous a permis, donc, au niveau des ducs de Brabant, de gagner la bataille. Je ne connais plus le nom de la bataille, mais on peut faire une recherche historique si vous voulez. Quelles sont les possibilités de faire ces emplettes, les rues commerçantes? Sur Bruxelles, eh bien, vous avez ce qu'on appelle le haut de la ville et le bas de la ville. Donc le bas de la ville, c'est aux environs de la Grande Place, dans la rue Neuve, où vous avez énormément de commerces, je dirais, de grande surface, l'innovation, les galeries du City 2, etc. Ce sont tous des commerces où vous pouvez acheter une jolie paire de chaussures, un beau tailleur, etc. Il y a aussi le haut de la ville. Le haut de la ville, c'est l'avenue Louise. C'est le quartier, entre guillemets, chic, où on peut retrouver des tas de marques de vêtements, où on peut retrouver, je dirais, les fournisseurs de la cour, disons des vêtements de haute qualité et de prix légèrement moins concurrentiels qu'à la rue Neuve, mais évidemment, qualité, prix, c'est à vous de choisir. Alors, vous êtes Monsieur Wallenker, oui. Paul Wallenker, le frère de Rudi Wallenker. Oui, tout à fait. Vous vous occupez plus du restaurant de la rue des Bouchers,
Oui, principalement. Parce que je suis plus homme de terrain que mon frère, qui est plus un homme d'administration, je dirais. Il s'occupe de la gestion, tout ce qui est administratif, la paperasserie, etc. Moi, je m'occupe plus de tout ce qui est technique, aussi bien au restaurant Lyon que dans la franchise. Bien. Dans votre restaurant, vous avez 2 salles. Et combien de places offre TLC 2 salles? Le restaurant de la rue des Bouchers. Dans le restaurant des Bouchers, il y a 400 places en tout. 400 places. Il y a 150 places. Il y a 150 places en bas, au rez-de-chaussée, et 250 places au premier étage. Et l'été, vous disposez aussi d'une terrasse? D'environ 100 places. Donc on monte à peu près à 550 places? 500. À 500 places. Ouais. Monsieur Valenquer, depuis quand êtes-vous dans la restauration? Comme je vous dis, j'y suis pratiquement né. Mais je travaille effectivement dans le restaurant depuis plus de 40 ans. Depuis 41 ans exactement. Bonjour Monsieur de Braguès. Bonjour mademoiselle. Pourriez-vous nous faire une petite présentation de votre restaurant? C'est pas facile, parce que résumer 100 ans d'histoire familiale d'un restaurant, c'est pas évident de le faire en 5 minutes. C'est vrai que c'est un restaurant qui a été créé en 1893, 1893 pour nos amis français, et c'est toujours la même famille aujourd'hui, 100 ans après, 110 ans après presque, qui gère le restaurant. Alors, qu'est-ce que Léon? Eh bien, c'est vraiment une histoire familiale, de père en fils. C'est aujourd'hui la 6e génération, avec Rudy Van Lancker, qui gère le restaurant. Et c'est une institution, on peut le dire, puisque c'est devenu quand même le premier restaurant de Belgique en chiffre d'affaires sur un restaurant. Quelle est sa cuisine? Cuisine tout à fait typique belge, même bruxelloise, on peut le dire, avec bien sûr la spécialité belge, malgré que ça vienne de Hollande, ce sont les moules. Le moule frites, c'est devenu vraiment le plat national belge. D'ailleurs, on se fait assez chahuter par nos amis du sud français, parce que c'est vrai que le moule frites est devenu vraiment un plat tout à fait populaire. Populaire dans le sens où il est fort utilisé. Parce que dans le temps, il y a à peu près encore 20-30 ans, c'était un plat bon marché, très bon marché, donc vraiment les pauvres gens mangeaient des moules frites. Maintenant, étant donné la demande croissante et le succès que ce plat a, non seulement en Belgique, mais également en France, puisque la France est maintenant le premier consommateur de moules au monde, étant donné ce succès, le moule frites est devenu vraiment un plat très cher, beaucoup plus cher qu'un steak avec des frites par exemple. Quelles sont vos spécialités?
À part le moule frite, effectivement, il y a d'autres spécialités belges. Vous avez les carbonades à la flamande, qui est du bœuf mariné dans une excellente sauce. Vous avez des anguilles au vert, donc aussi des anguilles qui sont dans une sauce à base de légumes, et tout ça, c'était très 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 bon. Vous avez du waterzo et à la gantoise. La gantoise, pourquoi? Parce que c'est une spécialité de la ville de Gand. Donc, dans toutes les villes de Belgique, il y a des spécialités qui se retrouvent dans l'assiette de chez Léon, que ce soit le lapin à la crique ou autre chose. Mais on a essayé dans notre carte de rassembler tout ce qui représente la Belgique. Évidemment, le moule frite est une base. Un tiers du chiffre d'affaires de Léon ici est représenté par le moule frite. Les moules, en fait, on peut se demander d'où elles viennent. À presque 100%, je dirais à 90% des cas, on achète toujours nos moules en Hollande. Quelle est sa clientèle? La clientèle de Léon est tout à fait diversifiée, on peut le dire. Nous avons toujours nos habitués, nos vieilles personnes, nos petits pensionnés qui viennent tous les midis manger leur plat du jour, qui viennent toujours à la même table depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans même, et qui font un scandale quand leur table n'a pas été réservée. Ils viennent exprès pour avoir un certain garçon, une certaine serveuse. Donc il y a vraiment une clientèle d'habitués très fidèle, puisque aujourd'hui, après 100 ans, nous avons en clientèle les enfants, les petits-enfants de nos clients d'il y a 50 ans. En plus de ça, on a aussi, bien sûr, une clientèle de gens d'affaires, d'hommes d'affaires, sociétés, qui viennent faire leur déjeuner d'affaires, leur souper d'affaires, qui viennent faire leur réunion de fin d'année. En cette période de fin d'année, c'est très très courant d'avoir des grosses sociétés qui viennent faire leur banquet annuel. Et alors, cerise sur le gâteau, on a également, bien sûr, beaucoup de touristes, avec la proximité de la Grand Place, qui est la 8e merveille du monde, on peut le dire. Beaucoup de touristes viennent dans ce quartier-ci, de l'île Sacrée. Et on a énormément de Japonais, bien sûr. Ça, c'est la grosse partie de la clientèle touristique. Beaucoup d'Américains, beaucoup d'Européens, bien sûr, de la Grande Europe. Et c'est vraiment un quartier tout à fait touristique également. Et en plus de cette clientèle diversifiée, on a également, bien sûr, ce qui rend un petit peu le restaurant un restaurant branché. On a la visite, bien sûr, de tout ce qui peut être connu comme homme politique, comme gens du show business, Johnny Hallyday pour ne pas le citer, enfin tout vraiment les gens. Et d'ailleurs, pour rendre hommage à tous ces visiteurs, on a cloué sur chaque siège une petite plaque en cuivre avec le nom de chaque personne qui a eu la gentillesse de nous signer le livre d'or. Et ça va vraiment d'Helmut Kohl, qui est venu chez nous et qui venait régulièrement également, et jusqu'à Chirac, bien sûr. Enfin, tous les gens vraiment qui viennent en Belgique sont contents de venir manger un moule frite en toute décontraction, en toute simplicité, parce qu'ils savent qu'avec le millier de couverts qu'on fait par jour, ils sont sûrs d'avoir un certain anonymat, ce qui est quand même agréable pour des gens connus dans le public. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres concernant Léon? Oui, des chiffres, il y en a beaucoup. Je vous ai déjà dit tout à l'heure qu'on faisait 1000 couverts par jour. Ça fait exactement l'année passée, en l'an 2000, on a fait 350 000 couverts sur l'année, puisqu'on est ouvert 365 jours par an. Donc ça fait pas loin des 1000 couverts par jour, effectivement. Autre chiffre qui fait un peu rêver, c'est 1 tonne de moules par jour. Bon, c'est vrai que les moules sont très lourdes au niveau consistance, mais 1 tonne, ça représente quand même une certaine consommation. Et je ne vous parle pas des dizaines de tonnes que nous faisons par jour avec tous nos restaurants en France et en Belgique. Point de vue chiffre, on a un chiffre qui est aussi important pour un restaurant, c'est qu'on a quand même 85 membres de personnel. Et ça, c'est assez important dans la restauration, assez pénible, parce que c'est un coût salarial très très important au niveau de la Belgique, qui est un des pays les plus taxés en Europe. Ça, tout le monde le sait, et ça, c'est notre gros problème. Parmi votre personnel, avez-vous des étudiants étrangers ou belges? On a un personnel très stable, étant donné que le restaurant existe depuis tellement d'années. C'est vrai qu'il y a des gens ici qui travaillent depuis 30 ans, ce qui est assez rare d'ailleurs dans l'ORECA. L'ORECA, donc c'est l'organisation Hôtel, Restaurant, Café, et c'est assez rare d'avoir du personnel stable. Ici chez Léon, étant donné qu'il y a c'est une entreprise familiale, avec une ambiance familiale et des rapports humains très importants, on a plusieurs sortes de catégories de personnel.
on a d'une part des gens en salle, en majorité belges, et puis on a du personnel, comment je veux dire, qui viennent d'autres pays, et notamment beaucoup de nord-africains, Maroc pour ne pas le citer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Marocain. Et quel est votre nom? Mohamed Chakroun. Et Mohamed, depuis combien de temps travaillez-vous chez Léon? 28 ans. Et ça vous plaît ici? Ouais. Il y a une bonne ambiance. Le patron, il est pas trop sévère? Non. Le patron, il est toujours. C'est pas trop dur le service? Non. On a l'habitude. Et on s'aperçoit que malgré les problèmes dont on peut parler dans certains pays comme la France et comme la Belgique aussi, on s'aperçoit que ici, compte tenu de cette ambiance, l'intégration de ce personnel étranger est extraordinaire. Autre catégorie, et là je reviens à votre question, on a également des étudiants belges, à 100% je dirais, puisque c'est quand même très local le recrutement, et ces étudiants viennent en juillet, en août. Il y a même des étudiants qui reviennent d'année en année jusqu'à ce qu'ils travaillent bien sûr, et certains étudiants qui ont travaillé comme étudiants viennent maintenant comme clients, mais également comme travailleurs. Donc là aussi, ça leur donne un petit peu le virus de la restauration, parce qu'on peut dire que c'est un métier difficile, mais un très beau métier. La tendance de la cuisine française, c'est le retour aux produits de terroir. Qu'en est-il des restaurateurs en Belgique? On a connu plusieurs périodes. Effectivement, dans le temps, c'était de la cuisine très très bourgeoise, où on restait 2 heures à table facilement. Puis il y a eu cette nouvelle évolution, d'une part les fast-food, puisque les gens ont de moins en moins de temps, où c'est vraiment, on doit être rapide et tout. L'influence américaine a joué également, donc les fast-foods se sont très fort développés, avec en Belgique les McDonald's que tout le monde connaît, mais également la chaîne Quick, qui est fort représentée en France aussi. Et on a un petit peu, et c'est un petit peu ça la trouvaille de Rudy Van Lenker, le patron de chez Léon, quand il a ouvert ses restaurants en franchise en France et en Belgique. Il a un peu essayé de trouver un système entre les deux. Ça voulait dire qu'il voulait donner une cuisine rapide, mais avec un service. Et je crois que c'est à ça que répondent les restaurants Léon en franchise. Je ne parle pas du restaurant traditionnel de la rue des Bouchers, mais les restaurants en franchise Léon donnent cette impression de service, puisque les gens sont servis à table, mais quand même assez rapide. Il faut savoir qu'une moule frite, une casserole de moule frite se cuit en 7 minutes. Donc il faut vraiment très peu de temps pour manger. Le client met plus de temps à la manger qu'à être servi. Alors maintenant, on a aussi une évolution au niveau de la cuisine. Avant, la cuisine était quand même assez chargée, assez lourde. On est allé à l'extrême avec la nouvelle cuisine dont tout le monde parle et dont les Français ont été les plus grands représentants. Mais ça veut dire nouvelle cuisine, ça veut dire des très petites portions dans l'assiette avec pas grand-chose à manger mais très fin. Ce qui n'a pas toujours plu aux consommateurs, parce que c'est vrai que quand on paie, en général cette cuisine nouvelle était assez chère, donc plus on payait cher, moins on avait dans son assiette, donc ce n'était pas très très bienvenu. Et maintenant on revient, à mon avis, à une cuisine un peu entre les deux. Et la Belgique se situe vraiment dans un bon compromis dans cette cuisine. Vous avez la cuisine, par exemple, la cuisine française qui est avec certains restaurants qui sont au top niveau. Les guides Michelin, qui sont vraiment des restaurants haut de gamme, mais très inaccessibles à la majorité des gens. En plus de ça, en France, vous avez une gamme de restaurants qui sont, je dirais, très 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 populaires, mais entre les deux, il n'y a pas un grand choix. En Belgique, par contre, on a beaucoup moins de restaurants étoilés par le guide Michelin par exemple, mais on a une moyenne de restauration qui est très étendue. On a énormément de restaurants vraiment de la catégorie entre les deux. Et autre différence, c'est qu'on se situe un petit peu entre la cuisine française et la cuisine allemande. Je pense que là, on essaye de tendre à une certaine finesse vers la cuisine française, mais on aime bien aussi se rapprocher de la cuisine allemande qui est caractérisée par faire une bonne chair, avoir quelque chose de suffisant dans son assiette et de faire vraiment une cuisine conviviale. Et je crois qu'on se rapproche à ce moment-là de la cuisine allemande. Dans quelle pièce nous trouvons-nous? On se trouve dans le cellier de Léon, même si les Belges ne sont pas connus pour leur vin,
Mais évidemment, nous donnons de très bons vins également, des vins français en majeure partie, mais nous commençons maintenant à utiliser des vins qui viennent d'Amérique du Sud, qui sont pas mal du tout. Les vins du Chili, par exemple, notamment, ou de Floride, ont très bons vins aussi. Alors, donc ça, c'est vraiment un endroit agréable, je dirais. Monsieur Gial, vous êtes le patron du Toon Illustré. Du Théâtre Royal de Thônes. Le Toon Illustré, c'est notre magazine. D'accord. Le Théâtre Royal de Thônes se trouve ici, donc, à Bruxelles, depuis les environs de 1830. Mais pas toujours dans cet établissement-ci. Donc ici, dans cette maison, qui elle date de 1696, nous sommes arrivés, enfin je suis arrivé en 1966. Donc mes prédécesseurs jouaient dans une autre partie de la ville qui s'appelle les Marolles, et là ils ont souvent déménagé. Alors moi je me suis attaché à avoir un lieu donc définitif. Et cette maison, quand j'y suis arrivé, était fort délabrée. Nous avons commencé à jouer dans la petite salle en bas, et maintenant nous avons une salle depuis que la ville de Bruxelles a repris le bâtiment. Et nous sommes donc sous la sauvegarde de la ville de Bruxelles. Ce sont eux qui ont restauré, donc c'est la ville de Bruxelles qui a restauré le bâtiment. Et nous avons maintenant une salle d'environ 150 places à l'étage. Très, très agréable, mais l'ancien théâtre est conservé au rez-de-chaussée, donc on peut le voir toute l'année, dirais-je, et même les marionnettes sur scène, etc. Donc ici encore au rez-de-chaussée. Combien de places offre votre théâtre? Eh bien voilà, donc j'ai dit environ 150 places. L'ancienne salle en comptait à peu près la moitié. Quel genre de théâtre proposez-vous à votre public? Alors c'est un théâtre de marionnettes de tradition populaire pour adultes. Donc nous jouons des parodies, un peu dans le style d'ailleurs de ce que faisait Guignol avant, donc les parodies d'opéra ou de pièces classiques comme Les Trois Mousquetaires, Faust, Carmen, etc. Mais toujours d'une manière comique, donc en parodie, et en y ajoutant quelques traits concernant l'actualité, bien sûr. C'est-à-dire que ce que Guignol est à Lyon et à la France, le Toon est à Bruxelles et à la Belgique. Si vous voulez, oui, sauf que nous avons une technique de marionnette à tringle, alors qu'à Lyon, c'est donc la marionnette à gaine. Hein. Mais je vous dis, le répertoire est très semblable. À la différence de Guignol, le Titi bruxellois, Watch, est lui polyglotte. Oui, nous jouons ici en bruxellois français, mais aussi à la demande, nous jouons en bruxellois flamand, en bruxellois anglais et en bruxellois allemand. Donc nous avons même fait une escapade en Sicile où nous avons joué en bruxellois italien, et nous avons aussi une petite pièce en espagnol, Saint-Antoine et son cochon, San Antonio et su Marano, que nous avons également mis dans notre répertoire. Mais essentiellement, nous jouons en français. Est-ce que le Toon de Bruxelles, le Théâtre Royal de Bruxelles, aurait maintenant une envergure européenne? Ben, nous avons souvent fait des tournées à l'étranger. Nous avons joué notamment beaucoup en France. Nous avons aussi joué en Hollande, en Allemagne. Nous avons joué
ce qui était à ce moment-là la Tchécoslovaquie. Et puis notre dernière tournée, nous avons joué souvent à Avignon, nous avons joué à l'Opéra de Paris aussi, une création même d'Éric Satie, donc Geneviève de Brabant. Et notre dernière tournée, ça a été à Moscou au mois de septembre. Et là, nous avons joué les Trois Mousquetaires en français et en anglais. Bien, nous nous trouvons en Wallonie, à Mons plus exactement, dans les locaux du club des exportateurs du Hainaut. Jean, comment vas-tu? Je te remercie très bien, je suis heureux de t'accueillir enfin, depuis autant d'années qu'on ne s'est plus vu. C'est exact, je te remercie. La première question que je voudrais te poser pour commencer ce reportage est que, premièrement, la Wallonie était un pays traditionnellement industriel, tandis que la Flandre était plutôt un pays commercial, puisque la Belgique étant le premier exportateur, puisque le premier importateur. Qu'en est-il aujourd'hui? Je crois que c'est un peu pareil, bien qu'avec le fédéralisme existant et concret actuellement en Belgique, ça crée des distensions énormes entre Wallons et Flamands sur le plan administratif. Ainsi, les deux pôles de la grande exportation se trouvent en Flandre. Point de vue transport aérien, Zaventem, maritime, Anvers. Ce qui fait que nos amis flamands, sur le plan purement administratif, dans les statistiques, reprennent toutes les exportations wallonnes, la grande exportation, comme exportation flamande. Donc les statistiques belgo-luxembourgeoises, puisque les deux pays se remettent ensemble dans ces statistiques, un exportateur wallon qui vend son matériel en Afrique noire et qui part par Anvers, eh bien automatiquement ça devient une exportation flamande. Bon, ceci pour l'anecdote, mais qui est malheureusement réelle. Il faut dire que la région wallonne a décliné, c'était une force au niveau charbonnage, au niveau sidérurgique. Nous sommes ici à Mons, qui est le chef-lieu de la province du Hainaut, qui compte à peu près 1 300 000 habitants, dont Charleroi est la plus grande ville de la région wallonne, plus grande en nombre d'habitants que Liège, c'est étonnant mais c'est comme ça, mais une province du Hainaut qui est complètement métamorphosée du fait de la disparition des charbonnages, de la disparition sidérurgique. Il n'empêche qu'il est prouvé que la majorité des exportations belges, je reprends toute la Belgique, je dis bien la majorité, se fait dans l'intracommunautaire, dans un rayon de 300 à 400 km. C'est-à-dire, Jean, qu'à peu près 80% des exportations belges se feraient avec les pays limitrophes. Tout à fait. Tout à fait. Et ça alterne un petit peu d'année en année entre les principaux pays clients, l'Allemagne et la France. Jean, nous avons abordé les activités économiques traditionnelles en Wallonie. Y a-t-il d'autres aspects? Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle la high-tech, notamment des entreprises qui ont créé des appareils assez compliqués, assez complexes, d'ailleurs achetés par les États-Unis, pour le contrôle de poudre de genre Alfax. Nous avons d'autres entreprises qui fournissent, qui conçoivent et fournissent pour Ariane des équipements de contrôle, des équipements pour satellites, Ariane et aux États-Unis également. Nous avons une société dans le domaine aéronautique qui vient d'ailleurs de remporter un très gros contrat pour la fabrication des ports d'attaque des ailes de toute la série d'Airbus, actuelle et future, ainsi que pour une société brésilienne. Donc il y a quand même des emplois qui sont vraiment spécialisés. Jean, en ce qui concerne la masse salariale, les salaires en Belgique sont-ils élevés? On peut dire que oui.
Pourquoi? Justement, ça est causé par les taxes professionnelles qui sont imposées aux industriels. Donc, si je prends un salaire brut de 100, il faut compter à peu près le coût pour le patron de 225. D'accord. C'est moins élevé, bien sûr, que certains pays nordiques, mais au sein de ce que j'appellerais la petite Europe, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Hollande, c'est quand même pas mal taxé. Maintenant, il y a des accords qui existent pour une réduction de ces taxes. En fait, si on engage des chômeurs, je ne vais pas entrer dans le détail, mais si on engage des jeunes chômeurs ou des chômeurs de plus de 50 ans, bon, il y a des avantages qui sont donnés à l'entreprise, et notamment dans les prestations horaires, où il est prévu d'entrer dans les 38 heures obligatoires pour 2003. Et là, à ce moment-là, il est prévu d'avoir des réductions de cotisations patronales. Mais le coût des cotisations patronales est très élevé, et c'est ce qui fait malheureusement douter les jeunes de créer leur propre PME, même s'il y a, comme on dit, des avantages pratiques. Mais le danger est qu'il faut être certain d'avoir ses finances. Et là, c'est le rôle du banquier. Et ce que je n'ai pas peur de dire, c'est que si on va demander de l'argent au banquier qui dit oui, tant mieux. S'il dit non, on ne saura jamais pourquoi. La France a voté une loi sur les 35 heures qu'elle essaye d'appliquer. Qu'en est-il en Belgique? Si je m'en tiens à la réglementation imposée, actuellement et depuis 1999, les prestations sont d'un maximum de 39 heures. Je dis bien maximum. Pour le 1er janvier 2003, ce sera tombé à 38 heures, toujours maximum, sous un régime de 4 jours. Est-il vrai que la Wallonie serait plus syndicale que la Flandre? C'est ce qu'on dit. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que le syndicat est quand même né en région wallonne, principalement dans la région d'ici, où nous sommes donc à Mons. Mais pour le moment, je crois que c'est l'équivalent à peu près. La Belgique est quand même stable au niveau social. Il y a bien sûr des grandes grèves qu'on a connues quand certaines usines sidérurgiques ont fermé, ont été reprises par des Italiens, etc. Donc il y a quand même une différence par rapport à la situation syndicale en France, où on en arrive à des grèves saisonnières, à la différence des grèves en Allemagne qui sont beaucoup plus rares, beaucoup plus espacées dans le temps, mais beaucoup plus violentes. Je prends par exemple la grève de la métallurgie, IG Metall, quand les ouvriers descendent dans la rue, ça fait la une de la presse. Qu'en est-il en Belgique? On se passe entre les deux, puisqu'on est entre les deux pays malgré tout. On se passe entre les deux. Bon, il y a des grands mouvements, par exemple, quand Renault a quitté la Belgique. Là, évidemment, inévitablement, il y a eu des mouvements. Quand, tout récemment, le problème Sabena, bon, ça fait un petit peu boule de neige, mais dans un temps très court, parce que les gens trouvent ridicule, l'homme de la rue, comme on appelle ça, trouvent un peu ridicule, comme on faisait avant, que pour une histoire de la Sabena, d'autres fassent grève par solidarité. Au plaisir. De même, merci. Wir betreten feuertrunken im Frischen ein Heiligtum. Deine Zauber binden nieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Deine Zauber binden nieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Wir
Quelle est l'origine du peuple belge? La Belgique a été, pour ce qui concerne l'histoire, occupée par les Celtes. Et avec un certain nombre de différenciations, puisqu'il y avait des Celtes très civilisés, avec des villes construites, etc., comme on le sait aujourd'hui, et puis des Celtes qui étaient beaucoup plus frustes, beaucoup plus perdus dans les marais, dans les zones marécageuses, de ce qui ont fait les Pays-Bas historiques. Et donc, jusqu'à l'époque romaine, c'était très celtique. Et donc, le peuple belge, en fait, n'est pas un peuple qui aurait la même densité, je dirais, ethnique que, par exemple, l'Allemagne. Il est évident qu'en Belgique, il y a, depuis l'époque romaine, très rapidement un distinguo qui se fait entre des peuples plutôt romanisés, des peuples plutôt germanisés. Et donc, avec le temps, ça a donné cette frontière linguistique, comme je vous le disais, et donc un peuple flamand, bas-allemand, Tiwa, et un peuple gaulois, avec tous les liens à ce mot Gaule, Welsh. Et donc, la liaison est probablement plus celtique. Je pense que les Flamands ont été marqués par l'influence germanique, et les Welsh, pardon, par la romanisation, le français, et donc ont plus conservé dans ce domaine-là leur imprégnation celtique. Voilà, donc le peuple belge en soi n'existe pas, sauf que soit on croit à la race, ce à quoi je ne crois pas, soit on croit à des formes de traces culturelles, ce à quoi je crois. Et pour la Belgique, par exemple, il y a, non pas dans les frontières actuelles, mais dans des frontières mouvantes dans le cadre de l'histoire, une histoire en tout cas des cités, des villes, y incluse un certain nombre de villes du nord de la France, du Pas-de-Calais, etc. Après la conquête de la Gaule par Jules César, y a-t-il eu résistance du peuple belge? La conquête romaine a été effectivement mal ressentie ici. Je pense qu'elle a été mal ressentie dans la plus grande partie nord de la Gaule de l'époque. Mais en tous les cas, dans les guerres la guerre des Gaules de César, il dit entre autres que de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Alors, qu'on se comprenne bien, la Belgique de l'époque n'est évidemment pas le territoire géographique d'aujourd'hui. C'est un territoire beaucoup plus large, puisqu'il va jusqu'à pas loin de Paris, une centaine de kilomètres de Paris, mais ce qui est très relatif évidemment dans les termes. Ça n'empêche que les Éburons et autres, les Tongres et tout ça, ont été des peuples très, très, très difficiles à dominer par les Romains. Et on sent déjà aussi une espèce de cassure, je crois, entre le sud de cette zone gauloise et son nord, déjà influencé par les Germains. Que devient la Belgique après l'empire de Charlemagne? Il faut savoir que l'empire carolingien, évidemment, explose. Charlemagne avait eu cette intelligence de ne pas faire un empire du type romain. Chez les Romains, il y avait véritablement la volonté d'une unicité politique dans les structures de l'Empire. Chez Charlemagne, on sait aujourd'hui qu'il avait conservé, entre autres, le droit des peuples, et donc les droits coutumiers des peuples, à l'intérieur du tout de l'Empire, et que selon l'origine ethnique, pour ce que ça voulait dire, on relevait du droit de son peuple d'origine. Et on sait que dans la Gaule à l'époque, et dans tout ce qui était la Carolingie, ces droits existaient côte à côte. Ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, il y a eu les fils. Les fils ont voulu l'Empire. L'Empire ne pouvait connaître qu'un seul empereur. Il y a eu donc trois royaumes principaux. Il y a eu le royaume de France, la Francie, ce qui était déjà compris comme la Francie, parce que c'était là où il y avait une dominante des Francs. Il y a eu ce qu'on a appelé parfois l'Empire du Milieu, mais qui est en fait en gros la Lotharingie qui a donné la Lorraine, et qui était ce qui nous occupait, c'est-à-dire une espèce de bande centrale entre la Francie et puis ce qu'allait devenir le Saint-Empire romain germanique, l'ex-Germanie qui devenait l'Empire oriental, si vous voulez. Et on sent déjà que toute l'histoire
toute l'histoire future de l'Europe est occupée à se dessiner autour de ces trois domaines, puisque la Francie donnera nécessairement à un moment donné la France actuelle. La Lotharingie sera la plus complexe des trois, à mon humble avis, puisqu'elle donnera une série de petits pays, mais aura donné entre-temps un fil à retordre énorme à l'Empire français qu'est la Bourgogne. Et puis il y a le Saint-Empire germanique, qui ne verra l'accomplissement de son histoire qu'au traité de Versailles, évidemment, comme chacun sait. Et donc, c'est un coup assez dur par rapport à une première union des peuples d'Europe à cette époque-là, que Charlemagne avait initiée. Ce qui est intéressant, c'est que Charlemagne, je crois, est la première délégation, je dirais en ce sens politique, d'un empereur comprenant les diversités de son empire. Et où dans les Missi Dominici, il avait une série de personnes qui étaient parfois de traditions culturelles différentes et qui étaient cependant envoyées dans le cadre de l'Empire pour vérifier ce qui se passait, rendre la justice selon les critères que je vous ai dit, et donner ce sentiment d'unité à l'Empire. Comment s'est déroulée la révolution industrielle du XVIIe et XVIIIe siècle? La révolution industrielle est au départ, je pense, possible à travers ça parce que les fonds sont là. Et puis, il y a évidemment l'esprit d'entreprise qui débouche. C'est des types qui ont des idées sur la façon d'améliorer, bien évidemment, le tissage, la façon de moderniser les structures de tissage avec toutes les contraintes sociales qu'on a connues, les réactions sociales qu'on a connues. Et ces bons hommes arrivent à utiliser les sommes financières pour promouvoir des techniques. Et ça explose. Ça explose très vite. En Belgique, immédiatement après la Grande-Bretagne, tout le monde s'accorde pour dire que la Grande-Bretagne est probablement un des tout premiers pays de la révolution industrielle. La Belgique suit très vite avec une partie du nord de la France, là où la France, je dirais, de métropolitaine ne suit pas. Et ça n'est qu'après que l'Allemagne va suivre, bien sûr, avec toute la roue. Mais nous sommes manifestement parmi les premiers à le faire, puisque les premiers chemins de fer se font en Grande-Bretagne. Le premier chemin de fer continental, c'est pas en France, c'est pas en Allemagne, c'est en Belgique qui va se faire, c'est entre Bruxelles et Malines. Et donc, il y a une modernité à l'époque dans cette petite zone très riche cependant, qui est extraordinaire, dont on ne mesure pas toujours, je crois, l'influence sur les autres peuples à ce moment-là. Je crois que dès le départ, la civilisation agraire n'est que le fait du soutien à la ville. Et c'est la ville qui est le sens de la révolution, c'est le sens de la civilisation, c'est le sens de la concentration de la connaissance. Et donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est autour des villes que va se concentrer, évidemment, la capacité de produire, parce qu'il y a, comme on le voit à travers toute l'histoire, y compris chez les Mayas, y compris chez d'autres peuples américains, bien on voit que la campagne, dès qu'elle se spécialise, dès qu'elle affine ses méthodes, qui sont l'effet de la ville sur la campagne. Ce n'est pas la campagne qui invente, c'est la ville par la distribution des tâches, par l'organisation spécialisée des tâches, qui en fait influence la campagne. Eh bien, ceux qui n'arrivent pas à rester dans le travail de la campagne se rendent vers la ville, grossissent les populations autour de la ville et donnent en fait la capacité d'avoir un prolétariat à ces entrepreneurs et vont en profiter fortement. Quel rôle a joué la Révolution française dans le destin de la future Belgique? Les troupes révolutionnaires nous occupent et se rendent compte d'ailleurs, effet qui existera jusqu'à aujourd'hui, que Bruxelles, par exemple, est une ville royaliste, anglophile et réactionnaire. Et vont donc casser l'évolution normale de la ville, qui est que la ville centrale occupe, englobe petit à petit les municipalités voisines, les anciennes entités. Et les révolutionnaires vont rediviser la ville sur des surfaces politiques qui préexistaient à cette révolution française, pour affaiblir en fait le pouvoir d'une ville
qui pouvaient être grandes sur les marches de la Révolution. Et ce faisant, ils vont créer des habitudes mayorales dans chacune de ces entités qui vont survivre à l'occupation hollandaise. La deuxième chose, c'est que la Révolution française, c'est aussi, avec le temps, l'Empire. C'est donc Napoléon. Et c'est l'influence marquée de Napoléon sur, entre autres, les codes de justice. Et il est clair que le code civil, par exemple, chez nous, est très manifestement marqué par le code Napoléon, comme on va le retrouver dans l'Allemagne rénale, comme on va le trouver dans pas mal d'autres pays, mais qu'on ne va pas retrouver en Grande-Bretagne, par exemple. Quand le royaume de Belgique fut-il fondé? Mais en fait, c'est une question un peu paradoxale. Le royaume de Belgique, c'est évidemment à la suite des chambres constituantes, c'est un choix qui a été fait par les Belges sous des pressions extérieures, mais enfin quand même aussi par ceux qui allaient véritablement lancer ce petit pays dans l'histoire moderne. C'est aussi évidemment la réaction des États, des monarchies européennes à la problématique française. Ça c'est très clair. C'est aussi une réaction des Français, de la monarchie française, à la problématique de l'Angleterre. C'est donc une série de conjonctions de faits, et c'est aussi une réaction d'une bourgeoisie plutôt libre pensante, belge, en but, évidemment, la présence orangiste, c'est-à-dire des Hollandais, après les guerres napoléoniennes. Et donc, tous ces phénomènes ensemble vont faire qu'on va trouver une majorité pour l'indépendance de la Belgique. Indépendance qui va d'ailleurs démarrer sur un quiproquo profond, puisqu'on va voir une alliance virtuelle entre une bourgeoisie relativement progressiste, libéralisante, libre pensante, souvent avec des options très spécifiques, franc-maçonne dans beaucoup de cas, et une église catholique réactionnaire, en but évidemment à tout ce qui a été l'influence protestante dans ce petit pays. À l'instar de la France et de l'Angleterre, la Belgique a-t-elle possédé un empire colonial? Léopold II rêvait de toutes sortes de choses. Il avait regardé du côté de l'Amérique latine, il avait regardé dans d'autres directions, l'Asie, etc. Et puis il s'est rendu compte qu'avec Stanley qui cherchait des fonds et une légitimité à partir à la recherche entre autres de Livingstone, mais à faire des découvertes aussi, et on sait aujourd'hui que Stanley y voyait évidemment son enrichissement personnel, Léopold II lui a donné la possibilité de faire son périple au nom des Belges, et en particulier au nom du roi des Belges. Et donc Léopold II s'est organisé dans ce domaine, s'est inventé une armée, s'est appuyé sur des fonds internationaux, s'est appuyé sur du capital international pour arriver à occuper ce qui allait devenir d'abord le Congo belge. D'abord c'était l'État libre du Congo, qui était une propriété en soi du roi des Belges, et qu'il a cédé par testament à la Belgique après sa mort, si je ne me trompe pas, oui, tout à fait, c'est dans cet ordre-là. Il faut savoir que ça a été l'enrichissement formel, immédiat, d'un certain nombre de Belges par essentiellement le trafic de l'ivoire. Puis on a découvert qu'il y avait des diamants, qu'il y avait du cuivre, qu'il y avait un certain nombre de matériaux qui étaient utilisables de façon moderne. Ce n'est que beaucoup plus tard que l'État belge a introduit le concept de l'enseignement, le concept de l'hôpital, les soins de santé, etc. Et tout ça part de cet empire colonial. Alors cet empire colonial a aussi été, cependant, une chance extraordinaire pour un certain nombre de Belges dont les conditions sociales n'étaient pas des plus favorables, de pouvoir faire fortune et donc s'élever dans la hiérarchie sociale. Et même dans ma famille, j'ai eu pas mal de membres qui se sont retrouvés en Afrique à l'exploitation, soit de propriétés de café, soit du bois d'ébène. Et aujourd'hui, ça fait cette Afrique un peu bizarre, avec des frontières qu'on ne comprend pas toujours bien, puisque des peuples, des ethnies, des langues sont coupées par des frontières qui sont
a priori artificielle, mais qui aujourd'hui reflète une réalité dans le ressenti des uns et des autres. Pourquoi les Allemands en 1914 envahissent-ils la Belgique déclarée à l'époque un État neutre? Essentiellement parce que la Belgique, justement, étant neutre, ne pouvait être fondamentalement un obstacle à une armée offensive, puisque la mobilisation n'était même pas réellement faite, et que la France, elle, s'attendait à cette déclaration de guerre, s'était donc mobilisée, et l'Allemagne profite d'un passage au travers de la Belgique pour tourner les armées massées à la frontière franco-allemande. Ça va donner, ça va avoir plusieurs effets. L'un des effets, évidemment, c'est de marquer la Belgique par rapport à cette neutralité. Le deuxième effet, c'est que ça va provoquer un sursaut, y compris, je pense, en partie aux États-Unis. Il y a une propagande formelle qui a été faite autour des atrocités allemandes en Belgique, qui a été utilisée aux États-Unis pour provoquer l'intervention américaine. L'Empire autrichien explose, c'est la déclaration de la République. La République s'installe. En Allemagne, il y aura tous les phénomènes spartakistes et autres, l'émergence du Parti communiste, etc. En Belgique, ce que ça va faire, ça va donner une auréole extraordinaire au roi de l'époque, qui est Albert Ier, et à la reine Elisabeth, celle qui va donner son nom au concours célèbre. Et cela parce qu'ils vont rester sur le front avec les troupes et vont donner l'illusion d'un État qui ne serait pas entièrement envahi en se protégeant derrière, en fait, le cours de la rivière du fleuve Isère. Et donc c'est vrai qu'il y aura une petite parcelle de territoire belge qui va rester indépendante, et cette parcelle sera le lieu de massacres terribles entre militaires, comme sur la Somme pour la France. Et on va voir l'usage des gaz, qui était une nouveauté totale à l'époque. On va voir l'usage d'autres armes nouvelles, les blindés, l'avion. L'aviation fait une irruption dans la guerre. Y a-t-il eu des nouvelles apportées par l'entre-deux-guerres? Et donc oui, parce que on a vu des évolutions très proches de ce qui s'est fait en France. En particulier le grand début de l'émancipation des femmes. Les femmes se sont mises à fumer, d'une part, et d'autre part, elles ont trouvé du travail indépendant, hors de la famille, ailleurs. Il y a eu aussi un choc dans la société sur lequel je pense on ne pourra plus jamais revenir. C'est le concept des congés payés, qui a été très fort en Belgique aussi, comme pour la France. Et je crois que ça a fondamentalement changé toute l'approche de la société. Il y a eu aussi, il faut le savoir, dans l'entre-deux-guerres, un phénomène similaire à ce que la France a connu, avec l'irruption des partis fascistes. Et en Belgique, plusieurs types de partis se sont créés. L'un qui était le parti de Rex, donc traduction latine du roi, qui était la demande d'un État fort sur le contrôle du roi. Et en Flandre, il y a eu une série de mouvements divers, dont le plus puissant, je pense, a été le VNV, le parti nationaliste flamand, d'inspiration nazie manifeste, pan-germaniste d'abord, et puis d'inspiration nazie, avec une structure qui avait été inventée à Berlin, qui s'appelait le Vlach, qui était en fait un centre culturel germano-flamand. Et donc tout ça a fait bouger beaucoup de choses. Il faut savoir que l'entre-deux-guerres, c'est de très grandes grèves, des grèves très dures, c'est des morts, c'est l'intervention de la police nationale, qui chez nous à l'époque s'appelait la gendarmerie, et c'est une prise de conscience du monde du travail très très nette, très marquée. En 1940, la Belgique est de rechef occupée par les Allemands. Y a-t-il eu collaboration en résistance comme en France? Mais il y a d'abord un phénomène assez étonnant dans cette Deuxième Guerre mondiale, qui est que les Allemands réitèrent ce qu'ils ont fait en 14-18 et qu'on tourne complètement la ligne Maginot, en passant par les Ardennes, que l'on considérait dans nos armées, les armées occidentales autres qu'allemandes, comme infranchissables. Or,
la modernité du matériel allemand lui donnait une très grande souplesse pour autant qu'il y ait des routes praticables et surtout une rapidité, une vitesse que nous ne connaissions pas. À comparer le matériel allemand au matériel français de l'époque pour ce qui concernait les camions et tout ça, je crois que les Allemands étaient de très loin en avance. La guerre Hitler a été faite en fait sur un matériel tout à fait moderne du côté allemand, avec déjà des radios portables, des casques adaptés, du matériel adapté, des mitraillettes légères, enfin toutes sortes de choses qui n'existaient pas encore à ce moment-là dans les armées occidentales, et avec l'usage aussi d'armes beaucoup plus spécifiques qui étaient les bombardements piqués avec les Stuka. Et donc il y a là un effet de surprise extraordinaire qui a fait que, même si on a été assez vite, je pense, informé de ce qui se passait, on n'avait pas la capacité technique de déplacer de grands corps d'armée dans les délais voulus pour contrer cette avance. Et donc le front va être coupé en deux, les Belges vont être repoussés sur la mer, il va y avoir la capitulation du roi des Belges, et puis commence une époque un peu difficile, pendant laquelle les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est la victoire définitive du nazisme, du fascisme sur l'Europe, après avoir vu l'Italie, après avoir vu l'Espagne, voilà l'Allemagne qui arrive, qui occupe déjà une grande partie de l'Europe industrielle en tous les cas, autre qu'allemande, et deux attitudes vont voir le jour, dont trois attitudes pour être honnête, parce qu'il y aura toujours une attitude attentiste de gens qui ne vont pas choisir, mais il y a des gens qui vont très rapidement choisir la collaboration, et un certain nombre de gens qui vont choisir la résistance. La collaboration va être la plus rapide du côté flamand, en sachant, il faut quand même tout dire, que du côté des nazis, on va libérer très vite les Flamands, les soldats prisonniers flamands, pour qu'ils portent la bonne parole. On a été gentil avec eux, c'est le pan-germanisme, le flamand, c'est du bas allemand, donc il faut qu'il y ait des liens raciaux, j'allais dire ethniques, mais le mot n'existait pas à l'époque, on disait racial à l'époque. Il y a une glorification d'un certain nombre de pages flamandes, mais il y aura quand même, au travers en particulier du mouvement Rex en Wallonie, qui est un mouvement très, très intégriste, catholique intégriste aussi, ce qui n'a pas toujours été dit, il va y avoir une collaboration. Et ça va évidemment mener à aussi une crise fondamentale par rapport à la monarchie, puisque le roi refuse d'accompagner ses ministres en Angleterre, les ministres qui d'abord se replient sur Bordeaux, et puis de Bordeaux partent sur l'Angleterre. Et donc il y a une cassure entre le gouvernement légal et le roi. Or, en Belgique, dans le cadre de la monarchie constitutionnelle, le roi n'a pas cette capacité de faire cela. Il ne peut pas se casser de son gouvernement, et donc à la Libération, ça va faire la grande crise royale que nous avons connue. La Belgique perd le Congo, mais acquiert une envergure européenne avec Bruxelles comme capitale. Comment l'expliquez-vous ? Mais la Belgique a perdu le Congo d'abord parce qu'on était dans les grandes périodes de décolonisation. La Grande-Bretagne avait déjà très fortement marqué l'exemple. La France commençait de le faire aussi. À ce moment-là, la Tunisie avait retrouvé une forme d'indépendance. Et la Belgique perd cette foi coloniale, je dirais, sous la pression à la fois des Français et des Anglais, certes, pardon, mais aussi des Américains, parce que les Américains étaient gênés dans leur envie de s'approprier en fait les réserves d'uranium qu'il y avait dans ce Congo, et en particulier dans une de ces provinces qui s'appelait à l'époque le Katanga, aujourd'hui le Chaba. Et donc les pressions étaient énormes. Les Nations Unies ont fait des pressions fortes sur la Belgique, et là la Belgique a marqué le fait que c'était un petit pays se débattant par rapport à une zone coloniale énorme qui faisait, je crois que c'est au moins 80 fois la grandeur du pays, une histoire comme ça, enfin quelque chose d'énorme, de disproportionné par rapport au pays d'origine, et on voit les gouvernements se débattre là-dedans et être dans des situations disproportionnées, je dirais, par rapport à leur pensée quotidienne.
On perd le Congo, on le perd mal, il y a des événements, et il faut intervenir, les Nations Unies interviennent, la Belgique s'arrange pour permettre l'assassinat de Lumumba, qui était une des figures mythiques de l'indépendance du Congo. On fait d'ailleurs un martyr, qui aujourd'hui encore a une influence sur l'histoire de ce pays. Essaie d'organiser la sécession du Katanga avec Tshombe, qui est très pro-belge et pro-américain, et en fait trace la voie pour Mobutu, qui va d'ailleurs la saisir sans la moindre hésitation et devenir le petit père des peuples africains et devenir le dictateur au Congo. Mais entre-temps, il y a un autre phénomène qui se dessine, c'est le traité de Rome, c'est la rencontre de Gaulle à Adenauer, c'est l'idée de l'Europe unie, c'est Schuman et Spaak qui se battent avec Jean Monnet très fortement pour déboucher sur une Europe cohérente, une Europe qui serait enfin au niveau politique aussi le reflet de sa puissance économique. Et 6 pays s'unissent pour lancer ce concept. Et c'est donc la communauté européenne qui commence, qui est d'abord une communauté européenne du charbon et de l'acier. Et très rapidement, même si le siège a un peu voyagé, la communauté européenne du charbon et de l'acier va s'installer à Bruxelles. Et puis tout va se construire autour essentiellement de cette communauté européenne. Et très vite, Bruxelles va acquérir cette capacité sur son territoire, peut-être parce qu'il n'y a pas une culture dominante comme ce peut être le cas à Paris, ou comme ça pourrait être le cas à Berlin, ou comme ça pourrait être le cas à Londres. Bruxelles va être un lieu parfois de la culture différente, de la culture marginale, de la culture autre. Il n'empêche que, à partir de là, Bruxelles va perdre sa dimension provinciale et va de plus en plus se hisser au rang d'une ville de dimension pour le moins européenne et à mon avis aujourd'hui de dimension internationale. Monsieur le bourgmestre, nous vous remercions pour le temps que nous avez accordé. Merci pour tout. Avec plaisir.